Je m'appelle Ouda Seyd Abdou Fattah, je suis responsable commercial à Ouya Group et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Investir et développer son activité en Afrique. Webinaire qui vous sera présenté par Franck Cheweno et Boé Nanflan qui travaillent à EBI Partenaires et qui sont des consultants en intelligence économique. Pendant ce webinaire, ils vous expliqueront l'environnement des affaires en Afrique et les clés pour réussir votre business. À savoir que OIA Group est une structure qui a été créée en 2015 qui a comme principale vocation d'accompagner les différentes entreprises, les ONG, ou vous accompagner vous-même par des formations qui visent à améliorer vos activités pour que vous soyez beaucoup plus efficace et efficient. Du coup, sans plus tarder, il est 14 heures. Je laisse la parole aux principaux animateurs. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me poser des questions par message ou par WhatsApp. Et voilà, bonne journée. Ok, d'accord. Merci, madame. Merci pour cette introduction. Du coup, en vue de faciliter la présentation, nous allons vous partager notre écran afin que nous puissions suivre ensemble ce webinaire. Alors, c'est bon, vous avez mon écran? Oui, oui, oui. Ok, ben déjà, je tenais encore à vous remercier OIA Group qui organise ce webinaire. Nous tenons à vous dire toute notre admiration pour votre engagement en faveur de la jeunesse africaine, pour le travail que vous effectuez au quotidien. Alors, le développement de l'Afrique est, j'allais dire, un sujet qui nous passionne, j'en suis convaincu. Ou comme tout jeune Africain, nous avons parfois cette colère de voir que notre continent ne tient pas encore la place qu'elle devrait tenir dans le concert des nations. Alors, durant l'une de mes dernières formations, j'ai fait la rencontre de Franck qui intervient aujourd'hui avec moi, qui est aujourd'hui un ami et mon associé au sein du cabinet. Alors, durant l'une de nos longs échanges sur l'avenir de notre continent, après tous les reproches et dénonciations sur l'état que notre continent connaît, nous nous sommes posé cette question-là: quel impact pourrions-nous avoir dans le processus de construction de cette Afrique que nous appelons de nos voeux? Alors, convaincu que c'est par la formation et l'accompagnement que l'Afrique arrivera à relever les défis qui s'imposent à elle, nous avons donc fondé, avec l'aide de trois autres amis, Noémie, Franklin, William, puis je salue au passage, le cabinet de conseil en intelligence économique EBI Partner, qui a son siège social en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Donc aujourd'hui, c'est véritablement un plaisir pour Franck et moi d'échanger avec vous sur ces thèmes forts et intéressants. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons faire quand même une brève présentation afin que vous ayez une idée de nos différents parcours. Alors, avant de fonder le cabinet, au titre de mes formations, je suis titulaire d'un titre d'État français de consultant d'intelligence économique et par ailleurs titulaire d'un master en défense et sécurité. Alors, ce parcours académique m'a valu de conduire certaines missions liées aux thématiques que j'ai abordées lors de mon parcours académique. Alors, Franck, tu peux nous en dire plus sur toi? Oui, alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas salué au début. Et vraiment, c'est un plaisir d'aujourd'hui échanger avec nous, acteurs du développement de l'Afrique, parce qu'on est aussi acteurs, et pas que spectateurs. On est jeunes, on a notre place, on a notre mot à dire.
Et c'est un plaisir pour moi voilà, d'échanger aujourd'hui avec tous ceux qui sont là. En termes de présentation, alors moi j'ai un parcours assez atypique. Alors, moi j'ai un cursus assez diversifié avec une double diplomation type Institut d'administration des entreprises. Donc, j'ai un premier diplôme en intelligence économique et gestion de l'innovation. Ensuite, j'ai poussé ma curiosité intellectuelle dans le domaine du management des entreprises. Donc, ce qui a fait de moi un double diplômé en intelligence économique et en management des entreprises. Et après cela, j'ai aussi le titre de consultant d'intelligence économique. Alors, en termes de parcours professionnel, j'ai travaillé au sein de plusieurs entreprises. J'étais d'abord en charge des questions liées aux analyses économiques, aux études stratégiques et surtout dans l'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs et des micro-entreprises africaines dans le développement de leur business. Et l'autre aspect de mon parcours qui est lié aux missions de spécialistes d'intelligence économique, j'ai accompagné principalement plusieurs entreprises dans les stratégies de développement et le décryptage pardon, des stratégies des concurrents et les technologies en matière d'innovation. Donc, je travaille pour aussi bien de grands groupes comme des PME, que ce soit sur le continent africain comme à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis. Donc, voilà de manière, on va dire, succincte, mon parcours. Et c'est vraiment un plaisir voilà, d'échanger avec vous. Et donc, voilà. Ok, merci Franck pour ta présentation. Alors sans plus tarder, nous allons aborder je vais dire les points à l'ordre du jour, mais je vais dire les points qui nous rassemblent. Alors aujourd'hui, on constate que tous les chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'entreprise, aujourd'hui de façon unanime, sont d'accord sur le fait que l'Afrique est le continent de l'avenir, est la région la plus rentable du monde. Et bien entendu, nous aurons l'occasion de le rappeler tout au long de notre cheminement. Ce faisant, en dépit de ces perspectives reluisantes, nous voyons aussi que l'Afrique présente quand même des risques qu'il est important de prendre en compte. Donc, nous partagerons aussi avec vous quelques outils nous permettant de pouvoir juguler ces craintes afin de pouvoir réduire toutes les incertitudes inhérentes à la croissance de son activité. Alors, sans plus tarder, Franck, pourrais-tu nous dire pourquoi l'Afrique est un continent d'opportunité? L'Afrique est un continent d'opportunité parce que c'est l'Afrique. Alors, parce que c'est l'Afrique, oui, c'est l'Afrique, je l'ai répété, parce que c'est le continent, on va dire, de tous les records. Alors, record en termes de ressources, record en termes de croissance, record en termes d'innovation, je dirais pourquoi, record en termes de démographie. Donc, le continent africain est aujourd'hui le champ à exploiter. Et aujourd'hui, l'environnement à acquérir est aujourd'hui l'espace à maîtriser. Donc, les études et les analyses économiques sur l'Afrique révèlent le potentiel de ce continent en matière économique, surtout, avec des estimations sur la croissance économique du continent qui, aujourd'hui, l'Afrique a un PIB qui est autour de, voilà, qui avoisine maintenant les 2000 billions de dollars, qui sont les estimations récentes de la Banque mondiale. Les chiffres dans ce document sont les récentes estimations de la Banque mondiale. C'est vrai que c'est le PIB qui
aurait pu augmenter si ce n'était pas les impacts, les conséquences liées à la crise pandémique que le monde a connue récemment. Aujourd'hui, le PIB par habitant en Afrique, c'est environ plus de 1500. Et on va dire c'est pour le PIB. Alors, le PIB, vous convenez avec moi que c'est l'ensemble des ressources et de la valeur ajoutée des producteurs dans une économie donnée, donc des producteurs résidents. Donc, c'est la richesse que produit tout acteur économique agrégé sur le continent africain. Le taux de croissance, selon les perspectives, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'estimation réelle pour l'année 2021 n'est pas encore faite par les institutions compétentes en la matière. Alors, ce taux de croissance a chuté l'année dernière de l'ordre de 2,6%. Aujourd'hui, on espère un rebond qui sera autour des 3,4%. Donc, en 2021, c'est une perspective qui, au début, les estimations étaient moins que ça. Et, une fois de plus, le continent s'est révélé avec ces taux qui, aujourd'hui, pourront éventuellement se concrétiser, même aller au-delà, selon les perspectives observées ces derniers temps, avec la relance de l'économie mondiale. Le continent africain est également une source de richesse assez importante en matière de sous-sol. Alors, vous convenez avec moi que de manière globale, l'Afrique représente environ un tiers des réserves naturelles du monde. Alors, la majorité de ces réserves est constituée en majorité de 40% d'or et 60% de colbate. Il y a également le fait que ces ressources ne sont pas exploitées de manière efficiente, contrairement à ce qui se fait dans les autres continents, notamment les autres continents que vous connaissez, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Aujourd'hui, la majorité des réserves naturelles de l'Afrique sont inexploitées et ce qui constitue une opportunité pour toute entreprise ou tout acteur économique qui veut vraiment se hisser sur le marché africain. À côté de ce sous-sol aussi riche, l'Afrique est riche de sa population, de sa démographie, parce que la majorité des Africains sont jeunes et le continent, actuellement, l'Afrique a en moyenne une population de 20 à 45%. Et les estimations montrent que d'ici 2050, un tiers de la population mondiale sera africain et l'âge moyen sera moins de 25 ans. Alors, ce sont des caractéristiques qui présagent une population dynamique avec des idées, avec de la main-d'œuvre, avec un capital humain à obtenir d'ici quelques jours, d'ici quelques années. Et c'est également une zone commerciale, on va dire, la zone commerciale la plus ambitieuse aujourd'hui, puisque l'Afrique, depuis quelques années, s'est dotée d'une ambition majeure de création d'une zone de libre-échange continentale qui aujourd'hui est en de bonnes voies d'exécution et qui notamment sera normalement en vigueur à partir de l'année prochaine si les conditions de ratification sont respectées par tous les États membres de cette zone de échange. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tous les États de l'Afrique font partie de la zone de la ZLECAf.
Et aujourd'hui, le marché avec cette zone représente 1,2 milliard d'individus. Et ce qui est intéressant, c'est que ce marché de consommation pour les entreprises a un avantage majeur parce que ce marché permet aux entreprises d'avoir des tarifs unifiés. Alors, bien entendu, avant cette grande zone de libre-échange, il y a eu beaucoup de zones économiques régionales qui existent. Il y a la CEDEAO, il y a le COMESA, il y a la CEMAC. Alors, ce sont des zones qui sont autrefois dédiées aux différentes situations géographiques, aux différents regroupements des pays africains. Aujourd'hui, la zone de libre-échange continentale englobe tous ces différentes commissions économiques régionales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la politique d'intégration régionale embrase tous les pays sans exception et elle concerne l'ensemble des acteurs économiques de ces pays et du continent. Elle n'exclut pas les acteurs étrangers qui travaillent sur ce continent, qui œuvrent pour le développement de par leurs activités sur le continent. En plus de cet environnement assez riche, il y a également l'intérêt grandissant, et je dirais très, très grandissant, des grandes puissances, des grandes industries, des multinationales, des grandes entreprises qui ne cessent de grandir sur ce continent. Alors, on peut voir que désormais, il y a beaucoup d'activités à caractère économique, à vocation stratégique qui se réalisent sur l'Afrique, avec notamment la multiplication des sommets qui, pour des traditionnels des sommets, avaient beaucoup plus une connotation politique. Aujourd'hui, ces sommets se sont transformés en de véritables enjeux économiques. Et pour exemple, si vous avez suivi l'actualité récemment, il y a eu le sommet France-Afrique qui, par le passé, regroupait beaucoup plus d'acteurs politiques qu'économiques, notamment venant de l'Afrique. Mais le nouveau sommet qui s'est déroulé en début du mois d'octobre a eu véritablement un véritable succès parce que le paradigme de ce sommet a été revu, les ambitions de ce sommet ont été revues et il y avait beaucoup plus d'acteurs économiques qui étaient présents que d'acteurs politiques. Il y avait également l'implication de beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs africains lors de ce sommet. Il y avait la place de choix qui a été réservée à la jeunesse pour s'exprimer sur ses ambitions pour son continent, sur le développement. Et on constate qu'en plus de ce sommet, beaucoup d'autres sommets de ce ordre-là viendront dans les prochains jours. En décembre, il y aura aussi le sommet Afrique-Turquie. Il y aura aussi bientôt le sommet Afrique-Russie. Alors, ces multiplications de sommets ont aujourd'hui des caractères économiques parce que ces acteurs-là perçoivent l'intérêt de saisir leurs opportunités économiques. En termes d'investissement étranger en Afrique, les estimations sont dans l'ordre de 40 milliards. Alors, il faut dire que c'est des estimations, ce montant, il est assez faible par rapport aux investissements avant la crise sanitaire. En 2019, c'était un peu plus de 40 milliards, à peu près 50 milliards de dollars. Et
à côté de toutes ces convoitises, bien entendu, le continent africain n'a cessé de se transformer et de se doter d'une nouvelle culture qui est aujourd'hui la culture de l'innovation. Donc, en 2019, environ 250 entreprises africaines étaient dans la course à l'innovation et qui ont levé environ 2000 milliards de dollars pour leurs besoins en matière d'innovation, en matière de développement. Alors, ce qui est intéressant et qu'il faut aussi rappeler, c'est que le continent adapte, les entreprises adaptent leur innovation en fonction des besoins du continent. Alors, c'est aussi un élément important dans le sens où, depuis longtemps, les débats sur le développement et la population africaine relevaient que souvent les politiques ou les stratégies des entreprises n'étaient pas adaptées aux consommateurs africains, n'étaient pas adaptées au public africain. Et donc, on peut voir des innovations, notamment dans le domaine financier, avec voilà, un palliatif au faible taux de bancarisation en Afrique, avec les stratégies de mobile money qui sont voilà, des plateformes en fait, de transfert et d'investissement digital. Et on peut, au-delà de toutes ces questions, comprendre que l'Afrique est une terre d'opportunités de par son ambition, de par ses caractéristiques aussi bien naturelles qu'humaines et de par sa population qui aspire aujourd'hui à des ambitions pour véritablement faire bouger les choses au niveau du continent. Donc, voilà de manière générale ce qu'on peut dire. Après, l'investissement en Afrique, il constitue des opportunités, mais bien entendu, l'Afrique a forcément des points d'ombre qu'il faut effectivement souligner. Oui, merci Franck. Ouais, tu m'as bien introduit, tu as parlé du point d'ombre. Effectivement, au-delà de tous ces aspects réalisants, il faut quand même noter qu'il y a des facteurs, je veux dire, qui freinent tout cet enthousiasme dans l'investissement et dans le développement des affaires. Nous avons essayé de cartographier, j'allais dire, 4 risques majeurs. Ce n'est pas certainement exhaustif, mais nous avons estimé que ce sont il convient de retenir notre attention sur ces 4 facteurs. Alors, comme premier facteur, nous avons le risque terroriste. Alors, quand on observe un peu l'actualité durant ces dernières décennies, on voit que l'Afrique est minée par des groupes armés terroristes. Il faut dire qui arrivent à fragiliser certains de nos États. Quand on voit au Mali, par exemple, avec AQMI dans la bande sahélienne, nous avons aussi Boko Haram au Nigeria qui arrive à quand même fragiliser l'État fédéral nigérien et bien d'autres groupes dans diverses parties de l'Afrique. Donc, tous ces événements, toutes ces actions-là sont de nature véritablement à faire peur, je veux dire, aux investissements. À côté de cela, nous avons les risques politiques que je suis tenté de qualifier d'endogènes. Au regard également aussi de l'actualité, depuis nos indépendances jusqu'à ce jour, on voit que nos États sont parfois fragilisés par le pouvoir. Le pouvoir, quand on regarde bien toutes les crises majeures qui ont jalonné, je veux dire, notre parcours jusqu'à là, ce qui revient davantage, c'est la lutte pour le pouvoir. Soit des élections jouées d'avance, des coups d'État militaires, des changements de constitution, rien que pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, tout cela également est de nature à fragiliser les États
a fait peur, je veux dire, aux investisseurs et autres. À côté de cela, on a un corollaire qui est le risque juridique. Je parlais de corrélation parce que généralement, quand on veut se maintenir au pouvoir, c'est certainement pour maintenir les privilèges d'un certain clan. Donc, cela peut entraîner des tas comme l'impunité et les actes de corruption. Les récents chiffres de Amnesty International nous démontrent que l'Afrique est la partie du monde où il y a quand même un fort taux de corruption, ce qui, je veux dire, est un frein réel à l'investissement. Et à côté de cela, nous avons identifié un risque que nous avons appelé interculturel. Nous l'avons mis, par exemple, pour des investisseurs, des Européens arrivant peut-être aux Comores ou je sais pas, en Côte d'Ivoire. Naturellement, on n'a pas la même culture. Donc, il y a parfois des situations à prendre en compte et à intégrer dans la schématisation de son plan d'action. Voilà en gros les facteurs que nous avons identifiés comme pouvant être des freins, véritablement des risques à l'investissement en Afrique. Alors après l'Afrique, nous allons parler un peu plus du Comore et Franck nous fera ce plaisir. D'accord. Alors, c'est très intéressant dans le sens où les risques continuent hein, de freiner les investissements. Mais au-delà aussi, il y a aussi cet aspect encourageant qui est l'augmentation des investissements en capital de risque. On a aussi constaté une augmentation sur le continent de manière globale et principalement au niveau des Comores, il y a aussi une augmentation assez légère de cet investissement en capital de risque. Le Comore, pourquoi le Comore? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des pays de l'Afrique qui est souvent pas très connu, qui est souvent mal positionné à travers des analyses moins pointues sur la position géographique du Comore. Donc, c'est un archipel, on va dire 3 grandes îles hein, dont le principal est la Grande Comore à Moroni, où il y a la capitale et là où sont concentrées hein, la plupart des activités économiques. Et le Comore aujourd'hui, c'est une nation qui est dépendante, on va dire, hein, de sa diaspora, qui a la plupart de sa population à l'étranger, mais qui quand même a une population qui se situe autour des 900 000 habitants. Aujourd'hui, le Comore a quand même en matière d'affaires, le Comore a amélioré plus ou moins son climat d'affaires. C'est vrai qu'il est classé 160e dans le classement de Doing Business en matière d'affaires. Mais il y a plusieurs secteurs porteurs aujourd'hui aux Comores qui font non seulement une attention particulière pour le gouvernement comorien, avec notamment la mise en place le plan d'émergence Comore, qui est beaucoup accentué sur les secteurs porteurs que nous avons notés ici, hein, notamment la technologie, le tourisme, l'agriculture. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Comore fait vraiment du tourisme un levier important de son développement et de son attractivité, déjà de par sa position, hein, de par ses atouts hein, avec l'océan Indien, sa position dans l'océan Indien, et puis de sa proximité aussi avec les pays de l'Est de l'Afrique et du Madagascar. Donc, ces secteurs
les plus porteurs aujourd'hui aux Comores sont les 4 secteurs que je viens de citer. Et ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que malgré la crise sanitaire, c'est vrai que la croissance économique du Comore, qui devait aller dans l'ordre de 3% en 2020, n'a pas véritablement été le cas. La croissance a été quasi nulle. Euh, Encore une fois, en raison de la pandémie, en raison de la pandémie. Et selon les estimations, cette croissance devait pouvoir remonter dans l'ordre de 3,6% d'ici 2022. Ce qu'il est intéressant de dire, c'est que, à l'instar d'autres pays africains, le Comore a aussi obtenu le programme spécial de la Banque mondiale et du FMI, notamment en matière de dette. Donc, le Comore aussi a aussi bénéficié de ce dispositif d'allègement de la dette qui a été accordé à tous les pays africains. Et ce qui a fait que l'État comorien aujourd'hui a une situation de surendettement assez maîtrisée selon la BAD. Néanmoins, le Comorien, comme on le dit les Africains, quand on parle des chiffres, quand on parle voilà, des avancées, les Africains, généralement, la population se demande, mais et nous, qu'est-ce que nous, on gagne dedans? Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est vrai que la population comorienne, à plus de 86% sont alphabétisés, mais la majeure partie de cette population-là est quand même, on va dire, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, la Banque mondiale dit que nous avons 45%, d'autres études disent un peu plus. Et la croissance du PIB par habitant est relativement faible par rapport aux autres pays. Mais les avancées majeures, notamment l'amélioration du climat des affaires et la mise en place aussi des dispositifs de développement et de développement des investissements, notamment avec des structures mises en place qui est l'ANPI, qui est l'Agence nationale de promotion des investissements au Comores, qui a aussi mis en place des réformes dans le but de vraiment attirer les investisseurs. Donc, c'est fort de tous ces aspects que nous avons établi une sorte de SWOT pour véritablement montrer en 4 points alors les facteurs aussi reluisants et aussi les points d'amélioration qui peuvent éventuellement naître d'une analyse assez rapide du Comore. Donc, la force de ce pays, c'est vraiment sa position parce qu'il y a un potentiel, un véritable potentiel de ressources halieutiques donc pour les exploitations de produits halieutiques. Il y a également... Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, oui. On a également une réserve en matière de je ne sais pas mon ordinateur. Excusez-moi. Mais sinon, on t'entend. J'ai perdu mon affichage. Oui. En fait, j'ai perdu mon affichage. En fait, vous m'entendez, mais je ne vois pas en fait l'écran. Je ne vois pas la présentation. Je suis mes yeux. Les aléas du direct, on va dire. Comment je peux faire ça? Mais le temps que Franck retrouve sa présentation, en fait, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que en fait, le Comore présente d'énormes potentialités en termes de force. Voilà, là c'est bon. Là, je pense que c'est bon, ouais. Donc, merci, désolé pour cette petite gêne. Donc oui, d'énormes potentialités en termes de force. Alors, en plus des ressources halieutiques, il y a aussi cette
cette présence importante de réserves de pétrole qui aujourd'hui n'est pas encore exploitée et qui constitue aussi un objet un intérêt d'investir au Congo, au Comores. Et il y a aussi au niveau il y a aussi des initiatives de financement innovants parce que une franche partie de la population comorienne et notamment une, une bonne partie de la jeunesse accentue des types de financement basés sur des ressources locales, donc le financement à partir de l'investissement local qui se veut résilient face à l'investissement étranger. Pardon. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est important de souligner, c'est qui constitue une force. Ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Afrique, bien qu'il y a aussi des initiatives, mais qui ne sont pas de cette envergure-là. En termes d'opportunités, la position et l'intégration du Comore dans la zone de libre-échange est un avantage majeur. Et aussi l'appartenance à d'autres structures, à d'autres organisations sous-régionales d'intégration économique aussi est l'un des atouts parce que le Comore pourra bénéficier, pas pourra bénéficier, tous ceux qui investissent au Comore pourront bénéficier des tarifs unifiés en fonction de ces différentes zones. Alors, bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, la corruption est un mal qui gangrène le continent africain. Le Comore n'est pas épargné. Bien entendu, des efforts se font pour éradiquer ce fléau qui est, il faut l'avouer, qui est très loin en fait de connaître son apogée en Afrique de manière générale. Et en termes de menaces, voilà, puisque c'est un archipel avec voilà, il y a forcément ces risques sismiques, notamment des catastrophes naturelles qui peuvent éventuellement altérer, on va dire, l'attractivité du pays. Et puis la pandémie aussi avec le système sanitaire qui est aussi a véritablement aussi amélioré. Alors, ce qui est intéressant, il est bien d'expliquer les atouts des pays de l'Afrique. Mais après, l'acteur économique, lui, il veut véritablement savoir comment s'y prendre pour y aller. Alors, comment véritablement, en fonction de ces potentiels économiques qu'on vient d'expliquer, en fonction des risques qu'on vient de notifier, comment lui, de sa position, comment peut-il faire pour réussir son business sur le continent? Alors, beaucoup d'approches, de solutions existent, beaucoup de stratégies existent, mais les différentes exigences d'aujourd'hui montrent que les contraintes d'investissement en Afrique changent de paradigme. Les contraintes d'investissement en Afrique nécessitent beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus de tact, de stratégie et de savoir-faire pour pouvoir véritablement assurer le succès de son business sur le continent. Alors, la mondialisation, avec tout ce que ça comportait, tout ce que ça a généré comme avantage et comme inconvénient, ont rendu aujourd'hui l'environnement des affaires en Afrique assez complexe de par la nature des informations qu'on trouve aujourd'hui pour pouvoir aller sur le marché africain. Alors,
avec les réseaux sociaux, le développement des médias et aussi la naissance de beaucoup de médias en ligne et beaucoup de relayeurs d'informations font que les entreprises sur le continent se retrouvent face à une infobésité. Donc, une masse d'informations dans laquelle il faut arriver à trouver l'information fiable, l'information pertinente pour véritablement développer et maîtriser son environnement d'affaires sur le continent. Alors, à côté de cela, il y a aussi les contraintes et les exigences en matière de marché. Alors, certes, le continent est assez inexploité de par ses ressources, mais en matière de marché, le continent africain n'est certes pas encore saturé, mais les marchés, on va dire, des autres continents s'avèrent de plus en plus saturés. Et donc, le marché africain devient l'Eldorado de toutes les structures, de toutes les entreprises qui veulent aller désormais à la conquête de nouveaux marchés. Et donc, cette saturation des marchés traditionnels pousse aujourd'hui à pouvoir véritablement connaître qui fait quoi, comment, où et quand, afin de véritablement asseoir sa stratégie de développement et, in fine, pouvoir maîtriser son environnement. Donc, globalement, ces trois aspects sont des exigences majeures, en dépit de d'autres aspects qui, bien entendu, qu'on ne néglige pas. Mais cela naît quand même des difficultés que remontent souvent des entreprises qui évoluent sur le continent et des entreprises aussi qui souhaitent arriver sur le continent. Donc, ce sont ces trois aspects qui pourront véritablement permettre à une entreprise sur le continent de maîtriser son environnement, de savoir où est-ce qu'il va et comment il peut s'y prendre pour véritablement asseoir son développement. Alors, dans la continuité de ce que Franck nous a expliqué, en fait, l'une des clés que nous avons identifiées comme pouvant nous aider à faciliter le business, c'est l'intelligence économique que nous présentons aujourd'hui comme un levier, j'allais dire, puissant de développement. Alors, de façon très rapide, on pourrait définir l'intelligence économique comme une ingénierie de collecte et d'analyse de l'information en vue de pouvoir prendre des décisions stratégiques. Alors, c'est une discipline, c'est une méthode qui réside sur trois piliers essentiels que nous allons dérouler. Alors, le premier pilier, c'est la veille stratégique. La veille stratégique qui est un ensemble d'activités visant à obtenir des informations à caractère stratégique ou opérationnel sur l'évolution de son environnement afin d'identifier des opportunités et des menaces. Tout à l'heure, on le disait, il est important de ne pas rester en vase clos. Il faut bien pouvoir savoir ce que son concurrent fait, comment son marché évolue. Donc, la veille a bien entendu pour objectif, comme je le disais tantôt, de détecter les opportunités, les menaces, d'anticiper des mutations, de comprendre son environnement, d'en déceler les forces en présence et aussi de suivre son réputation. Il est important de savoir ce que l'on pense de soi. Il est important de savoir ce que euh, la population dit sur soi. À côté de la veille stratégique, qui est l'un des éléments clés, nous avons la due diligence. Alors, elle désigne un ensemble de vérifications qu'on opère sur un investisseur ou, j'allais dire de façon sommaire, sur son partenaire d'affaires. C'est-à-dire de façon simple, avant de se mettre en affaire avec quelqu'un, il faut pouvoir savoir qui il est effectivement, surtout dans un monde où il y a la corruption, où
on peut avoir des usurpations d'identité. Donc, il est important de savoir qui il est réellement, ce qu'il a fait. Pour une entreprise, il est important de savoir, par exemple, la composition de son actionnariat, la structure de son capital, analyser les données économiques de l'entreprise si on est dans le cadre d'un rachat ou d'une acquisition. Aussi, enquêter sur la réputation de l'entreprise, sur son réseau, pour savoir véritablement est-ce que je me mets en relation d'affaires avec la bonne personne. À côté de cette clé, nous avons la problématique de la sûreté et de la sécurité. Nous sommes dans un monde où de plus en plus, j'allais dire, tout s'est fait à l'aide du numérique. Donc, la problématique de la cybersécurité devient de plus en plus croissante. Donc, l'un des défis pour les organisations, pour les entreprises, pour les PME, c'est de sensibiliser les collaborateurs sur ces problématiques-là. Ne serait-ce que leur dit de façon, j'allais dire banale, de ne pas utiliser une clé USB dont on ne connaît pas l'origine parce qu'elle peut contenir un logiciel qui peut permettre de voler des données. Dans le cadre d'un déplacement, par exemple, pour un collaborateur à l'étranger, lui expliquer que voilà, dans des aéroports, dans des restaurants, il faut bien faire attention à garder son ordinateur sur soi, à ne pas utiliser, par exemple, un Wi-Fi public, parce que tout ceci peut être des nids à vol de données. À côté de la sécurité et de la sécurité, nous avons la gestion de crise. En matière de gestion de crise, il y a un adage qui dit qu'on ne doit pas se demander si on a une crise, mais on doit se demander quand est-ce que la crise va survenir. Parce que, bien entendu, nous sommes exposés à tout type de menaces. Donc, il paraît important de toujours être en posture de veille, de toujours se préparer. Naturellement, pour les entreprises, ça sera par exemple de préparer des plans de gestion des crises, imaginer des scénarios. Tout ceci, en fait, vise à réduire la gravité de l'événement lorsqu'il va se produire parce on se sera exercé à gérer les crises. Ça vise également à limiter des impacts. Ça vise également à gérer la communication, qui est un élément fondamental dans une gestion de crise. En matière de gestion de crise, on ne peut pas dire tout et je ferais dire n'importe quoi. Donc, il est important que tout cela soit bien encadré. Enfin, l'une des dernières clés, j'allais dire, c'est le lobby et l'influence. Le lobbying et l'influence ici, que l'on définit comme une stratégie menée par un groupe d'intérêts ou un groupe de pression en vue de défendre ses intérêts. Voilà, c'est-à-dire quand on est une association, quand on est un groupe d'entreprises, on doit pouvoir influer sur les décisions, sur les normes juridiques qui peuvent nous être profitables. Donc, pour ce faire, il faut naturellement connaître le fonctionnement des institutions communautaires, hein, identifier les enjeux pour les entreprises, analyser l'environnement institutionnel de l'entreprise, traduire un problème d'entreprise en enjeu politique, tisser un réseau d'acteurs influents. Donc, en gros, je suis passé un peu rapidement, comme on a tenu par les temps, mais en gros, ce sont les 5 clés que nous avons estimées utiles, en fait, pour pouvoir évoluer dans un monde parfois concurrentiel et agressif. Alors, on vous propose un petit cas pratique que Franck va nous faire le plaisir de partager avec nous afin de pouvoir, je veux dire, de façon concrète, comprendre aussi les enjeux de cette thématique-là. Oui, alors vous l'aurez compris, hein, c'est déjà l'intelligence économique, hein, je me permets d'ajouter quelques mots. C'est aussi hein, une problématique qui est, on va dire, négligée
alors qui du moins n'est pas très connu hein, dans l'environnement des affaires en Afrique et par les organisations africaines, les structures, hein, les entreprises africaines. À contrario, il faudra comprendre que c'est une problématique majeure euh, qui occasionne une faible compétitivité des entreprises en Afrique. Et de l'autre côté, la plupart des entreprises étrangères qui exercent en Afrique ont au moins un dispositif d'intelligence économique. Donc, ça peut être ce dispositif global hein, avec les trois piliers hein, que Bounan vient de citer, mais ça peut être aussi l'un des piliers. Et la plupart du temps, vous comprendrez que les entreprises étrangères qui évoluent en Afrique ont de fortes capacités de réaction face à une situation donnée, ont de fortes capacités d'anticipation sur les mutations dans l'économie africaine. Ils ont de fortes capacités sur les prévisions, sur les anticipations de ce qui va arriver, ce qui va se faire. Lors de l'un de mes échanges avec un responsable marketing d'une des multinationales européennes, on va dire en Côte d'Ivoire, lorsque la crise sanitaire avait commencé véritablement, on va dire, à fouetter le monde, hein, c'est l'expression que moi j'utilise, parce que ouais, le monde a été fouetté. Ils avaient déjà, dès décembre 2019, hein, dès décembre 2019, déjà une stratégie de riposte en cas de généralisation hein, de pandémie. Et déjà en janvier, lorsque on a constaté hein, des cas, hein, notamment se développer hein, en France, en Europe, la multiplication des cas, tout de suite, cette entreprise s'est déjà alignée sur le protocole sanitaire établi en France. Alors qu'en Afrique, la plupart des entreprises étaient avant, même hein, des responsables d'entreprise disaient oui, c'est une pandémie hein, des Blancs, hein, de l'Occident, ça n'aura pas d'impact. Mais pour dire que tout de suite, ce dispositif permet rapidement d'anticiper sur tout ce qui peut éventuellement arriver et de pouvoir savoir quoi faire à temps. Et alors, ce cas-là, oui, j'ai reconnu hein, le cas en question. C'est un cas réel, en fait, de mission qu'on a fait pour un minéralier hein, dans le domaine de la production de l'eau, on va dire, hein, de l'eau. Dans la production de l'eau. Et en fait, l'entreprise a constaté hein, du jour au lendemain que ses chiffres baissaient. Alors, il faut dire hein, que la sonnette d'alarme a été lancée hein, par l'un des commerciaux de l'entreprise qui s'est retrouvé hein, face à une situation où la concurrence avait derrière pris l'un de ses meilleurs clients. Et donc, ça a été remonté à la direction et personne n'arrivait à expliquer ce qui peut expliquer hein, ce phénomène, d'autant plus que les chiffres hein, baissaient alors que la stratégie de l'entreprise n'a pas changé, elle est au beau fixe et on n'y voit véritablement pas de lacunes ou d'anomalie. Alors, donc, dans ce cadre, ils ont véritablement cherché à comprendre voilà, ce qui ne marche pas. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont fait appel en fait, à un cabinet de management de l'information
Alors, l'idée, c'était vraiment de savoir, oui, est-ce que on ne communique pas assez sur nos produits? Est-ce que on n'a pas une bonne stratégie de communication sur les réseaux? Euh, et ce qui a résulté, en fait, de la prestation de cette entreprise de management de l'information, c'est que, il y a un nouvel acteur qui était arrivé sur le marché et qui, lui, est arrivé avec une innovation majeure, hein, qui est l'utilisation des emballages recyclables. Et l'entreprise de minéralier en question n'avait pas du tout connaissance de cet acteur-là, ne savait pas que il y avait un nouvel acteur qui a ce nouveau produit dans son domaine. Et à côté de cela, l'entreprise aussi n'écoutait pas véritablement ce que les retours des consommateurs. Alors, ce qui se dit sur son secteur d'activité, les différentes mutations, les différents changements en matière de préférence des consommateurs. Donc, ce qui a causé ces baisses de chiffres. Et véritablement, l'entreprise a décidé alors de pouvoir mettre en place une stratégie en fait, de collecte de toutes les informations sur son environnement. Donc, alors, la mission dans ce cas-là, c'est une mission d'un chargé de veille alors, qui a pour véritablement job d'apporter en fait les informations utiles. Donc, je le disais tantôt, face à l'infobésité, hein, le veilleur est capable d'identifier l'information pertinente et au bon moment et est capable aussi de livrer cette information-là à la bonne personne. Donc, cela a permis au minéralier en question. C'est une entreprise qui est très connue en Afrique, en Afrique notamment en Afrique de l'Ouest, qui est très connue. Je profitais le nom parce qu'on travaille beaucoup aussi sur des missions confidentielles. Donc, aujourd'hui, l'entreprise a viré dans le domaine aussi des emballages recyclables. Et aujourd'hui, on peut estimer que voilà, ce problème a été en quelque sorte résorbé, quoi. Voilà. Bon, alors, dans cet ordre d'idées, nous, IB Partners, on s'est présenté tout à l'heure, on a présenté l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un panel en fait, de prestations qui regroupe, qui se base, je vais dire, sur l'expertise en intelligence économique. Vous l'aurez déjà compris par notre présentation, voilà, qu'on est assez spécialiste dans le domaine. Et nous agissons globalement sur tout le continent africain, Afrique francophone, y compris le Maroc. Et nous avons 4 types de prestations majeures. Donc, vous avez la veille stratégique dont nous permettons aux entreprises de connaître leurs concurrents, de savoir ce qui se passe. Nous auditons le dispositif de veille pour les entreprises qui en ont déjà. Nous mettons en place ce dispositif pour les entreprises qui souhaitent et nous réalisons aussi cette veille-là, cette surveillance de son environnement. Nous le réalisons depuis nos bureaux pour nos clients, nos prestataires, nos clients qui demandent ces prestations. On fait aussi des missions qui sont voilà, de due diligence, l'analyse des partenaires. On a fait récemment pour une entreprise qui s'est implantée au Maroc. À côté de cela, dans le cadre des stratégies d'implantation et de développement sur un territoire en Afrique, on accompagne sur le plan juridique et fiscal les entreprises afin d'obtenir des optimisations fiscales et aussi des tarifs préférentiels en matière de fiscalité. À côté de cela, on fait aussi tout ce qui est cartographie des acteurs. Donc, on permet aux entreprises d'identifier les points clés sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour asseoir le développement sur un continent ou leur implantation. Donc, on identifie tous les circuits de décision, on fait une analyse du marché, on permet à l'entreprise de connaître les différentes forces en présence sur son territoire d'implantation. Et bien entendu, on réalise également de la formation pour des cadres et des dirigeants
entreprises. Alors, on a dans nos panels de formation aussi bien des structures publiques que privées. Et donc, tout dépend de la nature de la structure, de comment la formation peut se réaliser dans le but de permettre voilà, à la structure de pouvoir prendre en main, pouvoir maîtriser son environnement. Donc, globalement, j'aimerais vraiment faire une petite synthèse sur tout ce qu'on a dit, parce qu'on a prévu à terminer en 1 heure. Mais là, je crois on a déjà au-delà d'1 heure, on a 1 minute d'avance. C'est que l'investissement en Afrique est une problématique qui intéresse beaucoup les entreprises européennes et américaines. Mais pour les entreprises africaines, elles ont tendance à minimiser les risques. Elles ont tendance à ne pas prendre en compte le fait qu'il faut effectivement maîtriser son environnement avant de se lancer. Et c'est un appel, hein, je suppose que parmi les participants à ce webinaire, il y a sûrement des chefs d'entreprise, des professionnels. C'est un appel, en fait, à, à ne pas négliger l'aspect concurrence et surtout l'aspect ce qui se dit sur son entreprise. Pour des acteurs économiques étrangers qui éventuellement sont aussi participants de ce webinaire. Alors, je dirais qu'il y a 5 bonnes raisons d'investir globalement en Afrique. D'abord, c'est un continent à fort taux de rentabilité en matière d'investissement. C'est le continent le plus rentable du monde. À côté de cela, il y a aussi le fait que le sous-sol est riche. Donc, pour résumer, il y a aussi la population qui est jeune. Donc, c'est synonyme d'une main-d'œuvre forte, d'un capital humain à exploiter. Et il y a l'excellente faisabilité des projets parce qu'il est aussi facile, il est aussi facile de réaliser des projets en Afrique qu'ailleurs. Donc, par exemple, vous pouvez lancer un business rentable avec notamment 500 euros, par exemple, en Afrique, et ça pourra générer des ressources. Et puis, il y a cet aspect, on va dire, un peu politique, qui est l'aide au développement du continent, qui est non négligeable et qui, par ailleurs, favorise non seulement le développement du continent, mais aussi le développement du climat des affaires. Parce qu'on a vu aussi les aides au développement qui vont également dans le sens de lutte contre la corruption, par exemple. Et voilà, donc de manière succincte, voici les 5 bonnes raisons que moi, je peux donner aux entreprises étrangères et aux entreprises africaines, voilà, les billes, les subtilités à ne pas négliger pour véritablement développer son affaire en Afrique. Voilà, donc vous avez nos coordonnées, les coordonnées de l'entreprise. Et puis, voilà ce que nous avons à vous dire. Et bien entendu, nous sommes disposés à écouter tous ceux qui sont présents, que ça soit des questions, des suggestions et tout ça, parce que le débat sur l'Afrique, c'est toujours un moment intéressant d'échanger des idées. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, Merci pour votre écoute. Voilà. Je vous remercie déjà pour cette belle présentation, de nous avoir présenté les atouts non négligeables d'investir en Afrique et avec le cas des Comores qui a un système juridique et des ressources naturelles et l'accès aux marchés internationaux. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mohamed Fakhreddine qui a levé la main pour poser sa question. Oups. Allô? Oui. Attendez, on vous entend pas. Le micro coupé, en fait, ouais. Le micro. Attendez.
C'est bon? Je crois que Mohamed a le micro coupé. Oui, attendez. Attendez 2 secondes. Il faut réactiver le micro, au fait. Oui, je pense que là, c'est bon. C'est bon, Oh, c'est c'est bon, bon, ouais. c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Mohamed El Fakridine, comorien. Actuellement, je me trouve en Tunisie pour des études en Master 2 en ingénierie financière. Moi, j'ai pas beaucoup de questions à développer, mais je prends cette occasion en tant que jeune motivé qui aime l'entrepreneuriat de vous remercier particulièrement pour cette initiative. Mais je m'excuse s'il y a beaucoup de bruit parce que je suis dans un coin, je suis à l'université. Mais je voulais prendre cette occasion pour vous remercier sincèrement pour cette initiative et on espérait avoir beaucoup d'occasions pour suivre vos activités, vos formations, tout ce que vous avez cité là. C'est ça mon intervention. Je voulais juste encore une fois vous remercier toute l'équipe, que ce soit vous, que ce soit le IA Group qui se trouve aux Comores. Je suis sincèrement reconnaissant de cette activité-là. Merci. Ben, merci D'accord. Mohamed et bon courage à toi. Merci. Ok, c'était pas vraiment une question. Il y a un autre qui s'appelle Mohamed Bakri. Oui. Je crois qu'il a le Bon. micro coupé. Encore une fois, oui. Allô? Bon, en attendant, il y a Cher Moudine qui posait la question suivante. Quelle politique d'investissement peut-on utiliser pour améliorer le niveau de vie des marchés et des ménages aux Comores? Bonne question. Vas-y. Alors, bonne question. Alors, quelle politique de financement pour améliorer les conditions de vie des marchés, c'est ça, au Comores? Oui, oui. Alors, pas que le comment, c'est aussi un phénomène qui est généralisé en Afrique. Alors, la plupart du temps, la politique qui se fait est beaucoup orientée dans l'attente des aides extérieures pour financer le marché, pour développer le marché. Les aides intérieures ne représentent pas un véritable, est insignifiante par rapport à l'aide extérieure. Alors, la politique, véritablement, c'est d'abord prendre en compte le besoin des Comoriens et cela suscite la compréhension de l'environnement du Comore et aussi de sa capacité à véritablement investir pour sa population. Donc, je disais tantôt dans ma présentation qu'il y a des initiatives d'investissement assez innovantes qui doivent reposer d'abord sur des politiques on va dire, d'associations d'investisseurs locaux qui investissent en fonction des besoins parce qu'ils sont très connaissants des réalités. Donc, aujourd'hui, la politique pour véritablement développer le marché du Comore et améliorer les conditions de vie des Comoriens, c'est beaucoup plus la création de cette richesse-là interne à partir de ces investissements internes. Bien entendu, les aides extérieures ne sont pas exclues. Ça vaut ce que ça vaut. Mais une politique axée beaucoup plus les aides intérieures et les investissements intérieurs pourront véritablement contribuer. On va dire contribuer, on va dire on va améliorer de manière définitive, on va contribuer à l'amélioration des conditions des Comoriens. Donc, voilà ce que moi je pourrais dire. Oui, et j'aimerais aussi ajouter, Franck, à ta suite,
Je pense aussi également qu'il appartient aussi à nos gouvernements de continuer à améliorer le climat des affaires, hein. Tout à l'heure, dans notre exposé, on a parlé de corruption qui gangrène la société. Donc, avec l'amélioration du climat d'affaires, en fait, on peut avoir de bonnes perspectives. Il faut aussi également promouvoir l'entrepreneuriat parce que je pense que dans de très nombreuses zones en Afrique, on a un secteur informel assez important. Donc, il appartient également aussi à nos gouvernants de mener des politiques afin de rendre ce qui est informel formel. Je pense que ça va contribuer aussi de façon considérable à améliorer les choses. Très bien. J'ai une question par message de Shams Kalfan qui demande si les contrats de type COMESA avec les marchés internationaux sont-ils respectés aux Comores en termes d'avantages fiscaux? En termes d'avantages fiscaux. Alors, ce qu'il faut dire, est-ce que les contrats sont respectés? On sait hein, qu'en Afrique, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la norme, il y a ce qui est établi et il y a ce qui se fait. Après, ça va dépendre des structures concernées ou de l'objet hein, concerné par ce contrat-là sur les avantages fiscaux. Mais nous, on ne peut pas tout de suite dire oui, les contrats sont respectés ou pas. Parce que tout dépend, on sait, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a cet aspect-là hein, humain qui est véritablement connu aussi hein, par la corruption, hein, qui fait qu'on ne peut pas dire oui, les contrats sont respectés, sauf s'il s'agit d'un contrat spécifique concernant une entreprise spécifique, on pourrait éventuellement, si on a connaissance hein, des détails hein, de ce qui se passe avec cette entreprise, on pourra effectivement dire. Mais on va sur quand même la réflexion selon laquelle il y a des contrats qui existent et qui ont vocation à améliorer les tarifs et la fiscalité. Ben, effectivement, ce contrat va dans le sens de son établissement. Dans le sens, son sens, c'est vraiment d'améliorer hein, les conditions tarifaires et fiscaux hein, des entreprises. Bah, effectivement, ça va dans son sens. Nous, on ne peut pas dire tout de suite que cela est, oui, avantageux ou non. Ok. Il y en a qui a de lever la main. Mohamed Bakri. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'en fait, on est plusieurs Mohamed Bakri. Ah. Je pense que, oui, parce qu'en fait, on n'avait pas eu le lien. J'ai dû utiliser un lien qu'il a envoyé dans le groupe WhatsApp. D'accord. Parce que je vois qu'il y a plusieurs Mohamed Bakri, notamment, qui sont connectés aussi, donc je ne suis pas le seul. Donc, moi, c'est Souran Mohamed Soulé. Donc, je suis entrepreneur dans l'océan Indien depuis plusieurs années, dans le domaine du numérique et de l'imprimerie. Je voulais juste revenir sur votre dernier mot par rapport à ce que vous disiez. Vous disiez que, oui, vous avez constaté que nous, les Africains, culturellement, on a tendance en tant qu'entrepreneur à négliger un peu la partie, c'est-à-dire la partie connaissance du terrain avant d'y aller, notamment. C'est curieux parce que je pense que culturellement, on est les premiers à être les plus curieux d'ailleurs, à savoir ce qui se passe à côté chez le voisin. Donc, c'est ça qui m'étonne. On veut toujours savoir ce qui se passe. Mais quant à cela, effectivement, souvent, on a tendance à ignorer un peu ce qui se passe. Mais je pense que ma question revient plutôt sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'intelligence économique, notamment sur la partie due diligence. Moi, je voulais savoir un peu sur quoi vous vous appuyez exactement, parce que ce qui nous manque, à mon avis, c'est surtout la donnée. On est dans des territoires comme chez nous, par exemple, si je prends le cas des Comores, quand on cherche aujourd'hui, même le modèle d'entrepreneuriat que l'on a, c'est inadapté de se dire on va monter un business plan avec des données statistiques, avec des études fiables, et c'est toujours le cas, c'est ce que nous demandent les banquiers d'ailleurs.
Et voilà. Donc là-dessus, en termes de données, à part les quelques données qui nous ont laissées par des organismes, des supra-organismes comme le PNUD, l'OMS et tout ça, dont on ne sait pas déchiffrer, on ne sait pas décrypter, on ne sait pas lire, parce que c'est un langage dont on ne comprend pas du tout. Donc je voulais comprendre un peu comment vous abordez ce sujet-là pour avoir un peu plus d'éléments et aider notamment les entreprises. Après, je dirais aussi que pour avoir de la donnée aussi, notamment quand on va aller dans un autre territoire, ce n'est pas le travail d'un seul entrepreneur, mais c'est le travail de tout un État, de toute une équipe. C'est-à-dire que quand vous regardez les pays les plus développés, ils s'appuient sur des outils qu'ils ont déjà mis en place, notamment par leurs ambassades qui existent dans d'autres territoires. Quand vous parlez de prospection ou de données économiques ou de l'intelligence et de la comparaison avec ce qu'il existe. Donc voilà un peu, je ne sais pas si vous pouvez m'aider un peu à voir un peu comment elle est faite votre démarche, notamment sur cette partie due diligence et données. Ok, bon, je veux dire merci pour la question, hein. Bon, au niveau de la curiosité, juste pour dire que, en fait, ce qu'on a voulu relever, c'est que cette curiosité qu'on a doit aussi se ressentir davantage dans le monde du business. Pour ce qui est de la due diligence, effectivement, en Afrique, on a cette problématique-là, la problématique de la donnée. Bon, quand on compare ce qui s'est fait, je veux dire, en Europe ou en France, la plupart des données sont en sous-souvette, c'est-à-dire, voilà, à l'aide de quelques booléens, on arrive à avoir l'information dont on veut et c'est disponible sur Internet. Mais en Afrique, généralement, c'est difficile. Donc, ce qu'on allie, je veux dire, à la recherche en sous-souvette, c'est ce qu'on appelle le renseignement d'origine humaine. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a besoin d'une information, ben, soit on ne l'a pas sur Internet pour pouvoir déterminer qui détient cette information-là. Et à l'aide je veux dire, de techniques de renseignement de terrain, on arrive il a fallu à soutirer l'information aux concernés. Au niveau des données, je pense que oui, parfois nous-mêmes, je veux dire, on a parfois aussi affaire à des données très techniques. Mais le conseil que je peux vous donner, en fait, c'est de vous attacher les conseils d'experts dans le domaine. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on se dise non, ben, comme c'est une petite activité, non, je n'ai pas besoin, non, mon cher. Je pense qu'on fait aussi souvent cette erreur-là. Il y a un adage qui dit qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, on ne doit pas avoir peur de s'attacher des conseils des spécialistes sur certaines questions. Je ne sais pas si Franck a quelque chose à rajouter, mais… Bon, pas vraiment, hein, pas vraiment. Après, la seule chose que je peux dire, alors, un élément aussi intéressant, c'est de ne pas se fier qu'à qu'à une seule source de données. Alors, c'est très important dans le sens où, bon, là, par exemple, en l'occurrence, hein, même pour ressortir les chiffres hein, sur l'Afrique, il y a eu hein, plusieurs on va dire, plusieurs différences hein, en fonction des structures. Même la Banque mondiale et la BAD ne disent pas les mêmes choses sur certains chiffres. Hein, on l'a vu. Hein. Mais en fait, le plus important, c'est vraiment de croiser des données pour avoir déjà une vue assez globale et synthétique hein, de ce qu'on on veut véritablement estimer. Et oui, les techniques humaines, il n'y a que ça, les enquêtes de terrain, il n'y a que ça qui véritablement marche. Et après, en termes de réseau, hein, il faut aussi hein, se dire qu'il faut avoir quand même aussi un réseau d'informateurs assez fiable pour véritablement hein, trouver la bonne information là où elle se trouve. Quoi. Donc, globalement, c'est ça. Les chiffres des institutions, des organisations internationales ne sont pas, je ne dirais pas, sont pas faux, hein, sont pas faux. Mais bien entendu, il faut toujours croiser parce que il y a aussi hein, cet aspect-là qui est très, très récurrent en Afrique. Il y a des pays, hein, des pays hein, en Afrique qui aujourd'hui hein, sont considérés hein, comme la Banque mondiale, comme des pays à revenus intermédiaires.
où il y a la dynamique de croissance, il y a la dynamique de richesse de la population. Dans la plupart de ces pays, la population se pose toujours la question. Oui, la Banque mondiale annonce voilà, la richesse, machin, mais le pauvre, je dirais quoi, Togolais, il ne ressent pas ça dans son assiette. Voilà, parce qu'il y a les chiffres et il y a la réalité. Donc, voilà, c'est pourquoi il faut effectivement croiser les chiffres à la réalité pour véritablement se faire sa propre opinion, voilà, de son marché. Merci, merci pour votre réponse. C'est clair. Très bien. Du coup, je vais donner la parole à Mélissa, car c'est la première à y être. Ah non, je crois qu'elle est partie. Alors, il y a Kouhafan Abdulbaki qui pose la question suivante. La notion de monnaie à travers le franc CFA et la non-représentativité de sa valeur de l'économie africaine, plus spécifiquement les ménages aux Comores. Attendez, je crois que je n'ai pas très bien compris la question. Non plus. Alors, la notion de monnaie à travers le franc CFA et la non-représentativité de sa valeur de l'économie africaine comorienne, plus spécifiquement dans les ménages. Non, je n'ai pas compris la question. Et là, est-ce qu'il peut, il peut pas, il peut peut-être poser sa question s'il est connecté, ça serait intéressant qu'il pose sa question de vive voix. Il pourra mieux nous expliquer. D'accord. Très bien. Kouafan, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour. Je tenais à remercier l'intervention de Mohamed Souran qui a parlé juste avant. Ma question était la suivante en fait. Est-ce que la question actuellement de la monnaie, le franc CFA, etc., est-ce que ce n'est pas un frein à l'investissement et aux retombées de ces investissements sur la population africaine? Parce que on le sait bien que la monnaie qui est en Afrique, en tout cas la monnaie du franc CFA, ne permet pas de bien faire retomber tout simplement les fruits des investissements, que ce soit auprès des investisseurs ou des personnes qui sont tout simplement sur le territoire africain. C'était ça ma question. D'accord. C'est une question intéressante. Actualité. C'est vrai, effectivement, c'est un sujet d'actualité, d'autant plus que les idées, les idéologies aussi sur la nouvelle monnaie, l'éco aussi, pour parler. Alors, les questions monétaires, on va dire, relèvent de beaucoup de caractéristiques et de beaucoup d'indicateurs. Certes, une monnaie, selon la théorie économique, une monnaie, elle est l'avantage, les acteurs économiques, alors en théorie économique, les acteurs économiques, y compris les ménages, les avantages, dans le sens où elle est indépendante véritablement et dans le sens où elle a toute sa liberté dans la circulation, dans le circuit économique, dans le système économique. Alors, aujourd'hui, bon, depuis longtemps, ce qu'on sait, c'est que la monnaie, le franc CFA, la monnaie de manière générale de l'Afrique, est arrimée sur le dollar et l'euro. Voilà, pour globaliser les choses. Alors, ça a ses avantages dans le sens où, compte tenu de cet alignement sur d'autres monnaies qui, on va dire, des monnaies maîtres, vous l'aurez compris, tout de suite, notre présentation, c'était en dollars, les monnaies maîtres. Alors, cela permet de pouvoir contenir l'inflation. Donc, de manière, on va dire, pour faire comprendre la bonne dame qui est chez elle ou qui est en village, c'est pour ne pas que les denrées alimentaires, que la tomate ou je sais pas, le cou de girofle deviennent chers. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Après, une monnaie qui est indépendante, qui ne dépend pas d'autres choses, cela permet aux acteurs économiques de véritablement
profiter de cette monnaie et de véritablement créer de la richesse. Donc, la question est, est-ce que on priorise la stabilité de nos conditions de consommation en maîtrisant aussi bien l'inflation, qui, quoique n'est pas une solution, on va dire, à 100% pour lutter contre l'inflation. Il y a beaucoup d'autres événements et phénomènes qui peuvent, malgré que la monnaie soit toujours arrimée, occasionner l'inflation, et ça s'observe d'ailleurs. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on veut aller dans cet ordre ou est-ce qu'on veut prioriser la création de richesses? Alors, dans les deux cas, aucun aspect n'est à négliger compte tenu des réalités de l'Afrique actuelle. Donc, le plus important, c'est vraiment de pouvoir trouver le point de jonction entre ces deux. Est-ce que c'est l'écho, comme d'autres l'appellent, franc CFA nouvelle génération, qui arrive? Mais dans tous les cas, ce que disent les rapports sur la monnaie aujourd'hui montrent que la nouvelle monnaie ne sera pas totalement indépendante du dollar. Voilà, quelque part, il y aura un lien avec le dollar. En ce qui concerne l'euro, je n'en sais rien. Je ne suis pas à ce niveau d'information. Donc, ce qu'on va espérer, c'est que la monnaie actuelle ne répond pas aux attentes, aux conditions de l'environnement des affaires actuelles. La prochaine monnaie va-t-elle répondre à ces attentes et aux conditions? On ne sait pas. Je suis désolé, mais je ne pense pas que vous ayez bien répondu à ma question. Ça je l'ai compris et je pense qu'un ensemble de nos auditeurs le savent aussi. Ouais. Mais l'exemple est simple. Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, avec 500 euros, on peut investir en Afrique. Très bien. Oui. Oui. La question, c'est si sur une année ou sur 2 années, je fais de bons résultats avec ces 500 euros d'investis. Oui. La question, c'est est-ce que moi, en tant que, on va dire, j'ai juste une société, je suis le seul associé et j'ai des salariés, Oui. est-ce que les 500 ou les 1500 euros que je vais investir, est-ce que donc moi, je fais partie de la diaspora, donc comorien en France, Oui. est-ce que le retour sur investissement, pour moi, il va être satisfaisant? Ça, c'est la première chose. Ça, Mhm. vous pouvez me répondre que oui, mais ça va dépendre tout simplement de votre attente suite à votre investissement, c'est vrai. Mais la partie qui est la plus intéressante, c'est la suivante, c'est si je rémunère euh, des Comoriens qui travaillent pour moi ou avec qui on travaille ensemble aux Comores, Oui. est-ce que leur salaire va être suffisant par rapport au niveau de vie actuellement aux Comores? C'est pour ça que ma question, c'était, on sait Mhm. bien que le franc CFA est arrimé à plusieurs monnaies, 2 ou une, peu importe. Oui. Est-ce que le fait qu'il y ait toujours cet arrimage, ça ne Mhm. va pas être au détriment d'abord de la population comorienne et ensuite de moi en tant qu'investisseur? Ouais, je vois, bon, je pense avoir compris votre question. Alors, ce qu'il faut savoir, en l'occurrence, le salaire que vous aurez à verser au Comorien, Par alors, exemple, oui, par exemple, le Comorien pourra l'utiliser pour ses besoins. Alors, reste à savoir si ses ça besoins sera sont, suffisant. voilà. Et C'est ça là, ma question. oui, justement, je ne pourrais pas vous dire parce que tout dépend du niveau de vie qu'il a Mhm. et de son Oui, salaire qu'il a. Que ce soit, même après un investissement de 500 euros, bien entendu, un investissement de 500 euros en France, ça ne représente pas le même montant en Afrique. tout à fait. Donc même en France, si c'est un investissement, je dis la connerie, mais 30 000 euros, et que vous Oui, payez aux salariés à 500 euros, ben, il ne pourra pas vivre. oui, Donc, tout dépend du contexte, de l'environnement et des besoins en fait, du salarié en question. Donc, 500 euros en Afrique, ça fait beaucoup plus. Ça fait beaucoup à 500 oui, euros en France. tout à fait. Donc, déjà, le niveau est beaucoup plus élevé en termes de montant. Le montant, il est beaucoup plus élevé. Et donc, tout va dépendre de votre politique de
de rémunération que vous faites. Mais dans tous les cas, ce que on a dit précédemment, c'est qu'avec 500 €, on peut investir en Afrique. Par exemple, avec 500 €, on ne peut pas investir en France. Donc, ça dépend vraiment des deux environnements et du salaire voilà, que vous donnez en fait aux salariés et si ça le suffit ou pas. Et ça aussi, il y a aussi un aspect important qu'il faut prendre en compte, c'est aussi son niveau de vie. Voilà, si c'est quelqu'un qui aime aller, je ne sais pas, faire du shopping, qui a une bagnole, tout ça, alors un salaire minime, véritablement, il ne va pas en profiter. Il y a aussi le coût de la vie. Et tout ça, c'est plusieurs choses à la fois. C'est des indicateurs économiques. Et la plupart du temps, cela relève aussi des politiques budgétaires des États et des politiques économiques des entreprises aussi. Merci beaucoup. Et merci encore. Très bien. Du coup, je donne la parole à Mélissa, car ça fait longtemps qu'elle attend. Où est-ce qu'elle est? Elle a encore dit ça. Mélissa? Non. J'étais là, j'étais pas disparue en fait. Ah. Comme elle a précisé, j'ai demandé la parole depuis. Alors, je m'appelle Mélissa Bakar, je suis en Juin actuellement et je suis la présidente de la plateforme Femmes Entrepreneurs. Alors, je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai mes petites entrepreneuriales à développer. Alors, je suis par la dernière question de monsieur qui était avant moi, j'ai oublié son. Et puis, oui, il y avait un intervenant bien avant. Ensuite, je ne sais pas si c'est. Monsieur Kouafa? C'est un ami qui. Mohamed. Ouais. En tout cas, il était là. D'accord. Alors, sa question était très pertinente par rapport à laquelle on se pose à 500 €, on peut investir dans l'entrepreneuriat. Pareil, à notre niveau au Comores, c'est devenir employeur en même temps parce que 500 €, c'est 500 €, c'est 250 000 francs comoriens, c'est un salaire d'un cadre comme où tu veux investir pour 500 € et pouvoir un autre, même pas une femme de ménage, on ne peut pas le prendre avec un assez insignifiante. À la rigueur, peut-être il faut le prendre avec partiellement à l'occasion, occasionnellement pour 1 mois, 2, 3, en attendant d'avoir un investissement et voir comment ça pourrait évoluer pendant 1 an peut-être. Et au fil du temps, après 1 an, peut-être on pourrait considérer qu'on prend un salarié en soi parce que faudrait aussi le payer les taxes, tous ses droits. Du coup, je rebondis. En fait, ma question était pour la première présentation. C'est sur les risques d'investir en Afrique. Je suis tout à fait d'accord que l'Afrique est le continent le plus riche dans le monde, y compris les Comores. Mais ma question est, en fait, vous avez dit risque, si je m'en souviens bien, risque terroriste, politique, interculturel et je ne sais pas comment ce que vous, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais est-ce que les trois risques ne se complémentent pas? J'ai l'impression que ce sont quand on parle de la juridiction, on parle directement, ça rentre dans politique et dans tout, et la politique rentre dans le terrorisme. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal comprise et que j'aurais aimé avoir quelques explications à ce sujet. Je félicite les échanges qui ont été évoqués durant tout le long de ce webinaire.
les heures parce que ce sont des heures un peu trop lourdes par rapport à à nous qui travaillent. On a tendance un peu à ne pas se retrouver, mais bon, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent rentrer et qui n'ont pas pu rentrer en fait sur le groupe WhatsApp. Ils disent qu'ils veulent bien rentrer. Voilà, ben je m'arrête là en attendant que je pourrais avoir quelques éclaircissements à mon intervention et voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, pour revenir brièvement sur les risques, en fait, nous pouvons dire que ce sont des risques qui ne sont pas cumulatifs ni, j'ai failli dire, complémentaires, en fait. Il y a certaines parties, il y a certaines régions de l'Afrique où nous avons un risque terroriste élevé, mais où, par exemple, le risque politique n'est pas forcément élevé. Donc, il n'y a pas, je veux dire, d'entremêlage. Ce sont des facteurs, je vais dire, bien distincts. D'autant plus qu'au niveau des risques politiques, ce que nous avons mis en avant, c'est la gestion du pouvoir. C'est la gestion démocratique, ce sont les questions électorales. Bon, je veux dire, ce sont des questions, bien qu'il y ait un lien certainement avec le terrorisme ou bien les risques juridiques, ce sont bien entendu des facteurs assez se différents. complémentent tous. Je ne vous ai pas compris? J'ai dit, je pense que c'est relié. Hein. La politique est reliée au terrorisme et c'est relié également à la juridiction. Oui, il y a forcément un lien, d'autant plus que en matière juridique, ce sont les politiques qui garantissent le respect des lois. Mais nous avons estimé qu'il était nécessaire de pouvoir scinder, je veux dire, ces risques-là et ne pas tous les mettre dans les mêmes blocs. Sinon, bien entendu, comme j'ai dit, il y a forcément un lien. Peut-être si tu dis à différents degrés, peut-être si tu dis à différents degrés que d'un pays ou d'un autre ou d'un continent ou d'un autre, mais en Afrique, c'est pareil, que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Ouganda, au Bénin, tu vois, mais on constate que c'est presque la même chose. On a perdu. On l'a perdu là. Oui, on a perdu. Je crois que tu vois, donc c'est... Mm. Pardon? Non, non, c'était coupé, on ne nous a D'accord. pas très bien compris. Ah, d'accord. Non, je disais que... Ah, mince. les trois, en fait, forcément, peut-être que quand on parle de politique, c'est parce que c'est forcément la juridiction qui rentre, qui fait que la politique a une défaillance. Et quand Elle doit avoir un souci de connexion. Oui, ben en fait, je crois bien c'est que ce qu'elle veut relever, il y a une c'est le défaillance lien. et on appelle les terroristes. Donc, du coup, dans nos pays, ça rentre. Je disais que c'est peut-être par... Bon. Mais bon, on va tenter de lui donner. Peut-être c'est juste en différents degrés. Bon, je ne sais pas, mais moi, je trouve que c'est presque pareil. D'accord, ils vont tenter de vous répondre et nous allons bientôt mettre fin au webinaire vu qu'on a largement dépassé le temps qui a été accordé. C'est parti, ouais. Alors, en matière de risque, faut comprendre que effectivement, hein, c'est comme ce que disent les scientifiques. Hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, certes, une défaillance politique peut engendrer des risques terroristes Terrorisme, oui. et ainsi de suite. Mais en matière d'analyse des risques, il y a des indicateurs et des aspects qu'on prend en compte qui permettent en fait de pouvoir séparer deux différents risques. Donc, pour pouvoir évaluer le risque politique, par exemple, on ne va pas prendre les mêmes indicateurs que le risque terroriste. Ce n'est pas pareil. Par exemple, le fait d'avoir des rivalités ou des conflits inter-partis politiques, ça, c'est un risque politique.
mais on ne peut pas prendre ça en compte dans un pays où il n'y a pas de risque d'attentat ou de risque d'insurrection. Donc, voilà, c'est ces deux aspects qui peuvent derrière se lier, parce que si entre deux parties, il n'y a pas d'entente, c'est normal que quelque part, d'autres peuvent s'élever contre d'autres, et puis ça peut générer d'autres voilà, Instabilité. des risques d'attentat. Mais en matière d'analyse des risques, et c'est vraiment sur cette analyse de risque qu'on a véritablement. Après, ce n'est pas que les risques qui existent sur le continent. Voilà, il y a les risques on va dire de contrefaçon aussi qui existent beaucoup pour des entreprises qui ont des produits sous marque déposée. Voilà. Il y a ce risque-là qui existe aussi. Tout dépend véritablement des indicateurs qu'on considère et comment on analyse le risque. Donc, quelque part, ça peut se relier, mais dans l'estimation, dans l'évaluation des risques, on fait toujours la synthèse entre ces différents risques qu'on a énumérés. Et globalement, ce sont les grands risques sur le continent africain. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. En fait. Est-ce que nous avons... D'accord, très bien. Pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail ou WhatsApp ou message. Et je vous remercie encore une fois de nous avoir accordé ce temps pour cette présentation qui a été Merci à vous également. Merci aux participants. Oui. Merci aux participants et je vous dis à très bientôt. D'accord, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bon courage. Merci. Au revoir. Merci.